Dure soirée pour être un zombie. Salutations, amis des monstres et du cinéma. Cette vidéo est sponsorisée par la plateforme de streaming entièrement dédiée au cinéma de genre, horreur, thriller et fantastique. Shadows. La plateforme française gérée par des passionnés. Vous y trouverez près de 500 films, des longs métrages et même des courts métrages. De grands classiques, des pépites méconnues et plusieurs exclusivités. Plongez dans le cauchemar cinématographique pour seulement 4,99€ par mois, et ce, sans engagement. Un mois gratuit avec le code MASQUE. Ah! Et vous y trouverez avec de la chance Massacre à la tronçonneuse 1 et 2. Sur ce, mes vieilles crapules pustulantes, je vous souhaite un bon visionnage et surtout, qui se cache derrière le masque? À travers le temps, le cinéma a vu défiler tant d'icônes et de légendes. Avec de la chance, ces dernières arrivent à devenir indélébiles, si ancrées dans notre culture populaire que ces figures nous seront à jamais familières. Nous parlons ici de symboles. Il est facile d'associer un masque de hockey au meurtrier Jason Voorhees, ou encore le gant de griffe au croque-mitaine Freddy Krueger. Mais qu'en est-il du tueur à la tronçonneuse ? Dès 1974, le personnage, pour ne pas dire la légende, de Leatherface a vu le jour dans le long-métrage Massacre à la tronçonneuse, signé par Tobe Hooper. Dès lors, le monde a associé ce géant texan à son arme favorite, la tronçonneuse. Mais ne serait-ce pas une erreur ? Ce symbole qui, au final, serait si peu représentatif et réducteur. Il est ici question d'un des plus mystérieux personnages qui habite le grand écran. Caché derrière ces 1001 masques, il faut, pour mieux le comprendre, déconstruire le mythe, regarder au-delà de la tronçonneuse et démasquer Leatherface. À cette époque, t'étais même pas né. C'était une bien triste et sombre époque. La vie n'a jamais été aussi dure. Pendant que nos garçons partaient à la guerre, nos hommes se saoulaient parce qu'il n'y avait plus de travail pour personne. Personne! Et personne s'occupait de nous. Les pauvres. Les politicards se battaient pour la succession de cette ordure de Nixon. Et cette chaleur. Le soleil avait tout desséché. La terre était aride. Oh mon Dieu, cette chaleur. Si l'enfer existe, je te garantis qu'on y était. À travers ces 9 films, le boucher du Texas s'est vu endosser une quinzaine de visages différents. Mais sachez que derrière un masque peut se cacher des monstres bien réels. Et c'est particulièrement le cas de Leatherface. Il arrive que la fiction flirte avec la réalité. Laissez-moi donc vous faire découvrir le véritable meurtrier tapi dans l'ombre de Massacre à la tronçonneuse, Ed Gein. Ed Gein est sûrement un des tueurs en série les plus connus des États-Unis. Ses crimes ont inspiré des œuvres comme Psychose, Le silence des agneaux et Massacre à la tronçonneuse. Edward Gein, jeune garçon efféminé, a grandi à l'écart des gens, isolé dans une ferme, piégé dans une famille hostile, mais surtout aux côtés de sa mère fanatique, Augusta. Cette dernière endoctrine Ed. Par le biais de la religion, Augusta lui fait comprendre que les femmes sont le mal absolu et que se donner à elle coûtera à Ed la damnation. À la mort de sa mère, Ed est dévasté. Seul au monde, il sombre dans la folie. Devant la tombe d'Augusta, l'orphelin essaie de la ramener à la vie grâce à la magie noire et commence à déterrer des corps pour concevoir du mobilier et des artefacts macabres.
Ed Gein entreprend la fabrication en peau humaine d'un costume de femme. Pour ce faire, il enlève et exécute plusieurs jeunes femmes. 2 sont officiellement recensées. Mary Hogan, sur laquelle il prélève sa poitrine pour constituer son costume. Son visage est retrouvé gardé précieusement, encore maquillé, au domicile du tueur. Sa dernière victime, Bernice, est trouvée pendue par les pieds, décapitée et étripée comme une bête à l'abattoir. Le cas d'Edward Gein a suscité bien des fantasmes par le biais des ragots, de la presse, des enquêtes criminelles et des expertises psychiatriques. Nécrophilie, cannibalisme, fétichisme, tant d'adjectifs ont été associés au boucher de Plainfield. Son histoire et ses crimes ont terrorisé l'Amérique, mais ont été surtout source d'inspiration malsaine. Vous aurez donc reconnu des similitudes entre Norman Bates, du film Psychose, tueur de femmes suite à sa relation oedipienne avec sa mère. Dans Le Silence des agneaux, avec le personnage de Buffalo Bill, qui se fabrique un costume de femme avec la peau de ses victimes. Mais c'est dans l'œuvre de Toby Hooper, Massacre à la tronçonneuse, que le cauchemar d'Edward Gein prend vie. De la ferme isolée jusqu'au mobilier humain. C'est surtout la collection de visages de Leatherface qui rend un hommage malsain au véritable tueur en série. Et c'est ainsi que derrière ce masque, qui vous semblait peut-être anodin, se cachent tant de symboles bien réels. Par chez nous, ils ont commencé à fermer les stations-service, les épiceries et les abattoirs. Tu sais combien de bouches ça nourrissait, les abattoirs? Au début, c'était les fermiers et les pauvres gens qui n'avaient rien à manger. Et puis quelques mois plus tard, c'était l'État tout entier. Jamais douleur n'est plus grande que la perte d'un être aimé. Leatherface, par le biais de ses masques, trouve une alternative à la mort des gens qui l'entourent et les rend ainsi immortels. La taxidermie est l'art de conserver l'apparence de la vie. Dès la préhistoire, avec le tannage, ou encore grâce aux techniques d'embaumement des Égyptiens, l'homme cherche à rendre ses idoles ou ses trophées éternels. Une manière tribale de traverser l'espace et le temps, de toujours marquer les mémoires et pourquoi pas combler un vide. Le personnage de Leatherface exprime parfaitement ce concept. Dès le premier film, en 1974, vous remarquerez que notre protagoniste porte 3 masques. L'original, certes, mais surtout 2 autres, 2 visages de femmes. Au cours de votre visionnage, vous noterez que dans la famille du tueur, les Sawyer, le manque d'une entité féminine, pour ne pas dire maternelle. C'est ainsi que Leatherface, pour combler cette absence, le temps d'une scène, se dissimulera derrière le masque de la vieille dame. Sous cette apparence, il deviendra une vieillarde craintive qui prépare à manger pour son horrible famille. Ce masque reviendra dans l'épisode 4 de la saga. Partant de l'idée du vide à combler et de la quête de l'immortalité, l'épisode de 2017, le 8e film de Massacre à la tronçonneuse, illustre le besoin qu'a Leatherface de garder près de lui les gens qu'il aime. Victime du jeune tueur à la tronçonneuse, une nurse va devenir le premier masque de Leatherface. C'est ainsi, aidé par la taxidermie, le jeune homme va garder le visage de celle qu'il aime à ses côtés. Il n'aura qu'à la porter pour qu'elle puisse continuer d'exister. Se regarder dans un miroir sera une torture, car si c'est bien le visage de l'être cher qui s'y reflète, c'est bien le regard de Leatherface qui lui donne vie. Mais c'est le prix à payer pour continuer à la faire vivre. En 2022, avec le dernier opus de la saga sorti sur Netflix, Leatherface se retrouve face à la mort d'une mère de substitution. Après son dernier souffle, l'homme lui retire instantanément son visage et le greffe au sien. Ici, Leatherface entretient son masque et ne ressent aucun dégoût à le porter. Il devient un instrument de vengeance. Il ne tue plus seul, mais en famille. Il ne s'agit plus de porter un masque, mais bien de fusionner, de créer une sorte de vie éternelle après la mort. Et nous, on crevait de faim. Tout le monde s'en foutait de nous. Comme si on n'avait jamais existé.
Un masque, si nous nous appuyons sur sa définition, a pour but de dissimuler un visage, de cacher celui que nous sommes. Cependant, les sciences sociales et la pop culture nous ont démontré, au fil des années, que le masque peut devenir une extension de notre personnalité et devenir, au long terme, notre véritable visage. Le masque devient alors un symbole de liberté, être ce que nous voulons être. Les super-héros et leur némésis expriment parfaitement ce schéma. Sous leur masque, ils sont eux à 100%, sans rancune ni aucune limite. Le masque est le reflet de leurs convictions, de leur âme. À travers presque 50 ans de cinéma, Leatherface a pris bien des visages. Mais nous pouvons constater que ce dernier préfère disparaître sous les traits de jeunes femmes. Dès le premier opus, avec l'apparence de la Pretty Woman, le travestissement du personnage de Leatherface est dès lors un incontournable, et ces masques deviennent le flambeau du mouvement drag queen. Leatherface, maître de l'art de la métamorphose, s'amuse à changer de sexe le temps de shows macabres. Cela dit, si au premier regard, l'attitude du tueur au masque peut être symboliquement liée au drag queen, ce dernier pourrait en réalité cacher un message plus intime, plus complexe, celui de l'identité de genre. La notion de drag queen est associée aux paillettes et à la fête. Ce travestissement a pour objectif de donner vie à un show. Il ne faut surtout pas confondre drag queen et identité de genre, autrement dit, la transsexualisation. Le transgenre est une expression sociale personnelle et intime, à l'inverse de l'univers festif et décomplexé des drag queens. Les transformations de Leatherface et ses masques féminins pourraient être, en réalité, une réattribution sexuelle de l'homme vers la femme. Cette sous-lecture peut être réconfortée par l'attitude du personnage. Quand il est homme, il est fragile et dépassé par les événements. Mais quand Leatherface devient femme, il en devient fort et inarrêtable. Se réapproprier son corps, c'est devenir puissant et complet. Les masques, le choix de ces apparences, ont un véritable impact sur le psyché de notre géant texan. Malheureusement, dans les 2 remakes de la franchise, dans les années 2000, l'idée du travestissement et tous les symboles passionnants qui en dérivent sont oubliés. Leatherface devient un simple tueur à la tronçonneuse, manquant terriblement de profondeur. Selon moi, tous les symboles liés à Leatherface font de lui une icône de son temps. Ce qui prouve encore une fois que l'œuvre de Tobe Hooper est intemporelle et soulève tant de questions et de mystères qui ne demandent qu'à être démasqués. À tous les niveaux, le masque matérialise l'esprit de sa société. Leatherface se traduit littéralement « visage de cuir ». Vous allez ici découvrir que cette appellation avait déjà vu le jour dans le monde du spectacle, bien avant son apparition dans notre paysage horrifique. Les visages de cuir sont une des appellations données aux masques tirés de la Commedia dell'arte. Il est alors intéressant de découvrir certaines similitudes entre notre Leatherface et les Zanni, gentils bouffons et autres valets qui peuplent le monde du théâtre depuis bien des siècles. Arlequin, Scapin ou encore Polichinelle sont des valets, des hommes à tout faire, de caractère comique, parfois bas du front, parfois fourbe, mais toujours ô combien rusé. Leatherface partage certains de ses attributs. Il est souvent montré simple d'esprit et homme à tout faire, très fidèle à sa famille. Au théâtre, bien que les Zanni soient au premier abord des personnages secondaires, tout au long de la représentation, ces derniers montent en puissance jusqu'à détrôner les personnages principaux. Ainsi, les Zanni deviennent à leur tour les véritables héros. Le Zanni le plus connu est sans doute Arlequin, et ses similitudes avec Leatherface sont assez déconcertantes, car tous deux,
À travers leurs aventures, partiront en quête de nourriture et seront prêts à tout pour en trouver. Tisser des liens entre le passé et le présent, entre le théâtre de jadis et le cinéma d'aujourd'hui, peut vous sembler étrange. Mais ici, nous parlons d'évolution et de passage de flambeau. L'Arlequin d'hier et le Leatherface de demain. Comme le dit si bien Paul-André Sagel, les masques s'empilent les uns sur les autres. Le cinéma dans le cinéma, le théâtre dans le théâtre, la vie dans la vie. L'illusion se cherche des raisons de traquer la vérité cachée. Les masques, seuls, diffèrent. À bientôt 50 ans d'existence, bien des artistes en effets spéciaux ont donné vie à Leatherface. Bien que l'histoire du tueur Ed Gein ait inspiré le film Massacre à la tronçonneuse, c'est un heureux hasard qui donna l'idée d'un homme caché sous un masque de cuir à Tobe Hooper. C'est lors d'une soirée qu'il est le spectateur d'un étrange événement, un étudiant en médecine utilisant le visage d'un cadavre comme masque d'Halloween. Pour Tobe Hooper, c'est la chose la plus terrible et la plus dérangeante qu'il n'ait jamais vue. Et c'est ainsi que Leatherface est apparu dans l'esprit du réalisateur. Mais ce sont les directeurs artistiques et les maquilleurs en effets spéciaux qui ont réussi à donner vie à l'homme masqué. Dès 1974, Robert Burns, avec ses 3 magnifiques designs réalisés en latex, suivis au cours des années par les équipes de Tom Savini, Greg Nicotero, Howard Berger, Olivier Afonso, Todd Tucker, et avec le dernier sculpteur en date, Martin Hastels. Au cours des 9 films de la franchise, Leatherface a eu le droit à 16 masques différents. Cependant, il en existe un 17e, caché. Je vais appeler ce masque le roi Arthur. Dans un moment de folie des producteurs, nous aurons le droit, au début des années 90, à la mythique bande-annonce arthurienne de Massacre à la tronçonneuse, où l'outil est offert à Leatherface par la main de la Dame du Lac. Ce masque fut réalisé uniquement pour ce trailer. Le créateur d'origine, Robert Burns, des masques de Leatherface, avait insufflé une âme à ces visages faits de latex. Au premier abord, ils sont simplistes, mais ô combien efficaces. Les masques qui succèdent l'œuvre originale seront souvent critiqués comme étant trop professionnels. Simon Abrams disait par exemple « Le Leatherface de Tom Savini dans Massacre à la tronçonneuse 2 est, dès le premier coup d'œil, un masque conçu par un artiste, un professionnel. Le Leatherface de Burns était un monstre qui s'auto-fabrique. Son masque est jaune maladif et translucide. Il semble avoir été durci et tanné comme du cuir, rapiécé sauvagement par des fils. Il semble si réel, le travail d'un fou. » Dès 2003, c'est un changement drastique pour Leatherface. Les 2 remakes optent pour des visages démoniaques, très sombres, à l'opposé des designs de l'époque. Mais il est intéressant de souligner une étrange ressemblance de colorimétrie et de design macabre entre l'épisode 3 et les 2 remakes de 2003 et de 2007, sans oublier l'opus de 2013. Le lien entre ces 4 œuvres est Greg Nicotero. Nicotero est l'ancien apprenti de Tom Savini, et donc l'artiste qui a le plus contribué à l'évolution des visages de Leatherface. Avec le temps, il vous sera facile de reconnaître une œuvre de Greg et de son équipe de l'atelier KNB. Une colorimétrie dans les maquillages grisâtres et brunes, un fétichisme pour des dents proéminentes à l'alignement anarchique. Bien des comédiens se sont cachés derrière le masque de Leatherface. Le premier était Gunnar Hansen. Il a été à l'origine de bien des facettes du personnage. L'ombre du tueur masqué l'a toujours accompagné. Gunnar nous a quittés en 2015 suite à un cancer. Vous ne le savez peut-être pas, mais au cours d'une scène, Gunnar avait réellement tranché le doigt de la comédienne Marilyn Burns. Le couteau truqué ne marchait pas, il faisait une chaleur épouvantable. Gunnar, pour ne plus perdre de temps, utilisa un vrai couteau et trancha. Un masque peut vous posséder. Derrière le visage du monstre, piéger des apparences, vous vous laissez disparaître. Le Journal de Montréal avait écrit en 2017, à la sortie du préquel Leatherface, « Les vrombissements de tronçonneuses qui, à une certaine époque, suffisent à faire frissonner les cinéphiles avides de sensations fortes, semblent aujourd'hui dénués de tout impact, ne devenant qu'un ronronnement inoffensif,
mais surtout inintéressant. De ce terrible constat, malgré le statut culte du personnage de Leatherface, et malgré tous les symboles et mythes qui entourent ces masques, ce personnage ne suffit-il pas à faire un bon film? À cause de ses suites à peine convenables ou totalement ratées, la franchise de Massacre à la tronçonneuse a petit à petit sombré dans le direct DVD jusqu'aux sorties directes en VOD. Il est bien loin le temps où la franchise faisait découvrir au monde de jeunes comédiens pleins d'avenir, comme Viggo Mortensen, Renée Zellweger, Jessica Biel ou encore Matthew McConaughey. Après plusieurs visionnages, je pense que la franchise originelle, de 1974 à 1997, a perdu pied dès l'épisode 2. Le premier opus, étant un film d'horreur saupoudré de drames sociaux, est passé à la comédie horrifique en un tour de bobine. Est-ce la fin de Leatherface? Comment peut-on gâcher un tel héritage? Pour comprendre Massacre à la tronçonneuse, il faut bien savoir une chose. C'est avant tout une affaire de famille. Leatherface ne peut pas être seul à endosser un épisode de plus. Comme Harlequin, il a besoin d'autres comédiens, de sa famille, d'un contexte géopolitique et de problèmes sociaux pour exister. Leatherface est le visage de la société dans laquelle il évolue. Il dénonce des quêtes impossibles, il met en lumière des drames humains, il protège, il nourrit, il défend. Encore une fois, ce sont les personnages qui l'accompagnent, qui seront son prologue, son apogée, son dénouement. Une famille macabre servant de fil rouge et de porte-parole d'un géant muet. Comme dirait Flaubert, l'habit d'un harlequin n'est pas plus varié dans ses nuances que ne l'est l'esprit humain dans ses folies. Plus que jamais, à notre époque, Leatherface doit continuer de faire trembler le grand écran, caché derrière le masque. Et puis c'est là qu'ils sont arrivés. Les Sawyer. Des gens bien, de bons voisins. Ils nous ont tous sauvés. Les Sawyer. Ils ont eu le courage de faire ce qu'il y avait à faire. Il n'était pas question de laisser nos enfants crever de faim. Alors les Sawyer, eux, mais ils ont trouvé la solution. Mais l'enfer, c'est pas la chaleur. Mais l'enfer, c'est vous. Alors tout le monde a commencé à vous attraper. Vous, les étrangers. Toi. Mais tu te rends compte un peu? En moins d'un an, l'Amérique avait rendu le grand État du Texas cannibale. Mais tu crois qu'on allait vous laisser faire? Voyager librement? Le ventre plein? Traverser nos champs pour satisfaire vos petits plaisirs bourgeois? Alors, tu comprends maintenant, ma petite? Hein? Tu comprends? Tu comprends pourquoi toi et tes amis êtes devenus le bétail que le Texas mérite? Hein? Vas-y, pose ton livre, toi. Tu veux pas qu'on est à table? Écoute ta mère, taré. Tiens, prends ça, toi. C'est lourd. Merci, ma chère. Et dis donc, là-bas, les Sawyer nous avaient tous sauvés, hein? Grâce à eux, la famine s'était dit passer. Malheureusement pour eux, ils ont commis de terribles erreurs, ce qui les a conduits à leur perte. Écoute-moi bien. Avec nous, là, les Hoyt, ben ça va filer droit. Mais, par chance, Dieu m'en soit témoin, il reste un survivant chez les Sawyer.
Regarde, tiens, regarde. Tu dois être contente de le revoir, hein. On peut pas dire que tes copains lui ont donné du fil à retordre. Je vais pas te mentir, gamine. Tous ces blabla, je m'en passerai bien. Mais c'est une question de tradition. Les Sawyer nous ont toujours dit d'en garder un vivant, le temps d'un repas de famille. C'est une manière comme une autre de rester un peu civilisé. Et tu dois bien comprendre un truc, hein? On fait pas ça par plaisir. C'est une question de survie. Survie. Survie, hein? Survie. Manger ou être mangé. Salutations, amis des monstres et du cinéma. Merci d'avoir regardé ce dernier épisode, j'espère qu'il vous a plu. Tu peux maintenant commenter, partager la vidéo si tu l'as aimé, et n'oublie pas de t'abonner. Tu peux devenir également producteur de l'émission en faisant un petit don sur la plateforme Utip. Le lien est dans la description. Merci encore à toute l'équipe pour votre aide, et je vous dis à très bientôt pour découvrir ensemble qui se cache derrière le masque.